quelles sont les règles d'interprétation des conventions collectives? C'est cette problématique que je trouve très intéressante, que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, eh bien, en fait, je vous l'ai déjà évoqué à travers d'autres vidéos, les conventions collectives, on considère qu'elles ont une nature juridique qui est hybride. Hybride, pourquoi? Parce qu'il y a une dimension contractuelle dans la convention collective, au sens où ce sont les partenaires sociaux, employeurs, salariés, qui se réunissent autour d'une table pour convenir d'un texte. Donc il y a bien une dimension contractuelle, d'essence et d'origine contractuelle dans la convention collective, et en même temps il y a cette dimension normative, en particulier pour les conventions collectives qui sont étendues par un arrêté d'extension et qui s'appliquent à toutes les entreprises d'une branche d'activité, quand bien même elles ne seraient pas signataires de cette convention. Et cette hybridité, on la perçoit encore à travers la jurisprudence de la Cour de cassation, puisque dans ses arrêts, elle évoque souvent les stipulations d'une convention collective, donc ça nous rapproche de la phraséologie du contrat, et en même temps, la convention collective, c'est un cas d'ouverture à cassation à part entière. Alors qu'est-ce que ça veut dire comme phrase un peu technique? C'est que on ne peut pas, par exemple, aller devant la Cour de cassation en disant la Cour d'appel, elle a violé ce contrat. Parce que le contrat, c'est la loi des parties, mais c'est une loi qu'ils se sont forgés eux-mêmes. Donc on peut éventuellement invoquer une méconnaissance de l'effet obligatoire des contrats, l'article 1134 devenu 1103 du Code civil. On peut invoquer le Code civil, mais on ne peut pas invoquer un contrat en tant que tel. Et pour les conventions collectives, on peut parfaitement, invoquer une violation d'un article d'une convention collective. D'ailleurs, vous verrez quelques exemples par la suite. Donc vous voyez que dès lors qu'on n'a pas besoin d'invoquer la convention collective et le code du travail en même temps, qu'on peut invoquer que la convention collective et que la Cour de cassation vérifie l'interprétation de cette convention collective par les cours d'appel, c'est bien que la Cour de cassation attribue à la convention collective une dimension normative qui s'approche de celle d'une loi ou d'un règlement. Et donc la problématique de l'interprétation des conventions collectives, elle est très intéressante parce que elle est à mi-chemin entre les règles d'interprétation en droit des contrats et les règles d'interprétation de la loi. Et les règles d'interprétation en droit des contrats, il y a toute une section en fait du Code civil, les articles 1188 à 1192 du Code civil, et les règles d'interprétation de la loi, c'est d'autres règles qui justement, que je vais vous expliquer maintenant, parce que la Cour de cassation a tranché cette problématique. Elle l'a tranché dans un arrêt de 2015. Alors quand vous allez voir l'arrêt, je vous mettrai le lien de cette présentation sous cette vidéo, quand vous allez voir l'arrêt, c'est un arrêt qui n'est pas du tout, quand on le lit à première vue, il nous renseigne pas du tout sur la méthode d'interprétation, et cette méthode d'interprétation, elle a été révélée par la Cour de cassation dans son rapport annuel. Le jour où elle avait rendu cet arrêt, elle avait fait une notice qu'elle avait publiée sur son site internet. Cette notice, elle a reprise dans son rapport annuel, et quand vous lisez le rapport annuel, il y a cette phrase-là qui est très importante. La convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée donc comme la loi, c'est-à-dire en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet, et en dernier recours en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. Donc vous avez 3 critères alternatifs que le juge doit suivre. D'abord, il s'en tient à la lettre du texte. Si la lettre du texte ne le renseigne pas suffisamment, eh bien il va rechercher s'il n'y a pas un texte législatif qui a le même objet, et éventuellement, à la fin, il va éventuellement essayer de chercher, identifier quel est l'objectif social qui a été poursuivi. C'est ce que la Cour de cassation, dans son arrêt d'assemblée plénière, avait fait là. Je passe rapidement là-dessus. Juste ce petit passage qui est intéressant, qui nous dit que, en fait, l'interprétation du texte, ça ne doit pas conduire le juge à inventer des nouvelles règles de droit. La Cour de cassation le formule de la manière suivante. L'interprétation de la convention collective au moment de son application ne doit pas avoir pour effet d'en modifier la portée. Donc on ne peut pas, sous réserve d'interpréter un texte, lui faire dire quelque chose totalement différent de ce qu'il évoque. Et on ne peut pas non plus lui conférer une utilité de remplacement de celle qu'elle présentait lors de sa conclusion et qu'elle a pu perdre par la suite en raison d'une évolution législative ou jurisprudentielle. Autrement dit, on ne peut pas, même si le droit il a changé derrière, même si la loi elle a évolué, que la jurisprudence elle a complètement bouleversé tout ça, on ne peut pas interpréter la convention collective à l'aune de ce nouveau sens que le droit positif a fait apparaître. On doit tenir cette convention collective pour ce qu'elle est.
Et d'ailleurs, l'évolution ultérieure du droit et de la jurisprudence permettent éventuellement de paralyser cette convention collective. On va reprendre tout ça. Mais déjà, ce que je voulais vous dire, en fait, quand on reprend un peu de recul par rapport à cette règle d'interprétation que nous livre l'Assemblée plénière, en fait, il y a deux idées qui sont très simples. C'est que vous avez une convention collective, c'est un acte juridique, comme je vous l'ai dit, c'est un acte juridique qui émane des partenaires sociaux, mais cet acte juridique, il s'inscrit dans un contexte juridique. Et une fois qu'on a compris ça, d'une certaine manière, l'interprétation, elle est facile. C'est-à-dire que, d'abord, on va essayer de prendre l'acte juridique en lui-même, et on va essayer de dégager le sens de cet acte juridique au regard de ses seules énonciations, mais en même temps, cet acte juridique, comme il s'inscrit dans ce qu'on appelle l'ordonnancement juridique, dans un contexte législatif, eh bien en fait, l'interprétation de cet acte juridique, elle ne doit pas créer une discordance, une dissonance, voire une contradiction avec le reste du droit dans lequel il s'insère. Pas forcément dans le reste du droit tel qu'il a évolué par la suite, juste on regarde le sens de ce texte en lui-même et au regard du contexte juridique dans lequel il s'est inséré à ce moment-là, parce que les partenaires sociaux ne pouvaient pas vouloir dans un texte quelque chose qui était contraire au reste du droit. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la jurisprudence de la Chambre sociale s'est appropriée cette règle d'interprétation de la Cour de cassation de l'Assemblée plénière, et vous allez voir que dans les arrêts que je vous cite là, on les relira plus posément après, eh bien la Cour de cassation se réfère directement à la phrase du rapport annuel que je vous ai donné tout à l'heure. Elle fait un copier-coller de ça. Vous voyez, ça c'est le paragraphe 6. Et là, en l'occurrence, donc elle a interprété une convention collective avec l'article 12.24.1 qui propose le transfert des contrats de travail. Vous retrouvez dans un arrêt de 2020, eh bien là, pareil, un copier-coller, et on va voir un peu après que la Cour de cassation ici s'est tenue au texte de la convention collective, elle n'est pas allée au-delà, et vous avez cet arrêt très problématique de 2020, publié au bulletin, où on nous rappelle donc le même principe, et là la Cour de cassation nous dit, eh bien en fait, pour interpréter cette convention collective, je vais tenir compte de l'article 2 de l'ordonnance de 67. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous dites, la convention collective, elle s'insère dans un cadre juridique, dans un contexte juridique, et bien c'est ça le contexte juridique. Donc vous voyez que la Cour de cassation, d'emblée, elle dit voilà, pour interpréter cette convention collective, prenons en compte ce contexte juridique. Et après, ce qu'ajoute la Cour de cassation, c'est de dire, ce contexte juridique, l'article 2 de cette ordonnance de 67, eh bien, en fait, il a été éclairé par la jurisprudence ultérieure de la Cour de cassation. Et là, vous voyez que c'est un peu bizarre, parce qu'on nous a dit tout à l'heure, l'Assemblée plénière, elle nous disait, oui, on peut pas trop tenir compte de l'évolution législative et jurisprudentielle ultérieure. Et en même temps, à travers toutes mes vidéos sur la jurisprudence, je vous ai dit que la jurisprudence, en fait, elle se rattache toujours à la loi. Elle a un aspect rétroactif, elle a un aspect déclaratif. Quand la Cour de cassation interprète pour la première fois un texte, eh bien elle lui attribue en fait une signification qu'il est censé avoir toujours eue. Donc c'est pas aberrant de la part de la Chambre sociale de se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation au titre de ce texte-là. Parce que cette jurisprudence, elle fait partie du contexte juridique dans lequel la disposition conventionnelle a été adoptée. Et donc la Cour de cassation nous dit, au regard de ce contexte, au regard de la jurisprudence ultérieure, mais qui se raccroche à ce contexte, eh bien on doit interpréter cette convention collective de telle manière. Donc, si on veut synthétiser tout ça, en fait, je pense qu'il y a deux grandes idées qui apparaissent de cette jurisprudence de la Chambre sociale. La première idée, c'est que quand on a un texte conventionnel qui est suffisamment précis, qui ne manque pas de clarté, eh bien, on s'en tient à la lettre du texte, et c'est ce que fait la Cour de cassation, donc, dans l'arrêt de 2020 que je vous ai évoqué tout à l'heure. Alors, il y a des auteurs qui avaient dit, à propos de l'arrêt d'Assemblée plénière et de l'arrêt de la Chambre sociale de 2020, il y a une contradiction dans le raisonnement de l'Assemblée plénière qui nous dit, quand un texte conventionnel manque de clarté, il faut s'en tenir à la lettre du texte. Et ils disent, vous voyez, le professeur Lucas Bento de Carvalho et le professeur Rouvière le disent, il y a quand même une difficulté à saisir cette espèce de logique qui commande à l'interprète d'un texte qui manque de clarté de se référer à la lettre du texte. Et en fait, à mon sens, en tout cas, quand on relit l'arrêt que je vous ai évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de difficulté. En fait, le requérant
va prétendre que le texte conventionnel n'est pas clair, d'accord? Le justiciable, il va devant un juge en disant « je voudrais obtenir ça, et pour ça, il faut que j'interprète cette convention collective de telle manière ». Donc il va dire évidemment « le texte, il n'est pas clair », et le juge va juste lui répondre « si, ce texte, il est parfaitement clair, et je l'applique tel qu'il a été rédigé. » Et d'ailleurs, quand vous reprenez l'arrêt, attendez que je vous dise pas de... Voilà, c'était en fait un arrêt qui portait donc sur un accord collectif d'une entreprise, et l'employeur avait pris un engagement, en fait, de recruter un certain nombre de personnes. Et la Cour de cassation lui répond, bah, cette clause litigieuse, elle a été rédigée d'une telle manière que son sens, il est parfaitement pris. L'engagement pris par l'employeur d'embaucher un nombre précis de salariés n'était pas un simple engagement de mettre en œuvre, etc., ni hypothétique, ni conditionné, c'était un engagement ferme. Donc là, vous voyez que vous avez un texte qui est clair. Évidemment, l'employeur va dire, bah, il n'était pas clair ce texte, je ne me suis pas vraiment engagé là-dessus, et la Cour de cassation lui répond, si, vous invoquez une absence de clarté qui n'existe pas. Donc ça, c'est la première chose, c'est que c'est pas parce qu'on dit qu'un texte, il manque de clarté qu'il n'est pas clair. Au contraire, le juge peut parfaitement remettre les pendules à l'heure et dire, ce texte, il est parfaitement limpide. Et l'autre chose... que nous apportent les autres arrêts de la Cour de cassation, c'est que, en fait, on va, vous voyez, contextualiser la norme conventionnelle au sein de l'arsenal juridique dans lequel elle s'insère. Et c'est les exemples des autres arrêts, d'accord? Et cette méthode d'interprétation de la loi, en fait, on la connaît, elle est archi connue, elle est complètement éprouvée. C'est tout simplement la même méthode qu'on utilise quand on veut interpréter le droit français à la lumière du droit européen. On fait toujours ça, c'est-à-dire qu'on va interpréter le code du travail, là je vous cite un exemple, là c'était sur les CDD, et vous savez que les CDD, là, le code du travail français, il est pas très explicite, et la Cour de cassation va systématiquement puiser dans le droit européen, notamment dans l'accord cadre sur les contrats de travail à durée déterminée, pour interpréter le droit français et pour dire au juge, vous devez, même dans les secteurs d'activité où on a recours à des CDD d'usage, vous devez quand même rechercher s'il y a vraiment un CDD en l'occurrence parce que l'emploi est précaire transitoire, ou est-ce qu'au contraire on est en présence d'un véritable CDI, et j'en ai fait une vidéo récemment sur le fameux joueur de rugby qui voit tous ses CDD requalifiés en CDI. Donc vous voyez que c'est ça, en fait, ce que nous dit la deuxième méthode d'interprétation et la troisième, c'est que on ne peut pas interpréter un texte conventionnel s'il n'est pas clair, on doit simplement rechercher son sens à travers le droit dans lequel il s'insère et avec les dispositions législatives qui ont le même objet que cette disposition conventionnelle. Cette disposition conventionnelle, finalement, elle n'est que l'illustration particulière dans une convention collective de branche d'un principe qui apparaît déjà dans le Code du travail, parce que eh bien, le juge, vous voyez, se limite à appliquer littéralement la loi, il ne doit pas ajouter ou créer des règles nouvelles. Eh bien, les partenaires sociaux dans une convention collective, quand ils veulent quelque chose, généralement, ils ne veulent que illustrer, appliquer un principe qui figure déjà dans le Code du travail. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette deuxième règle d'interprétation qui dit, quand le texte de la convention n'est pas clair, eh bien, on va essayer de rechercher quel est le texte législatif qui a le même objet pour s'assurer qu'il y a une cohérence dans notre système juridique à un moment donné, parce que les partenaires sociaux ne peuvent pas vouloir quelque chose qui est complètement aberrant, qui n'a aucun sens par rapport au droit existant. Voilà. Donc en fait, voilà les trois règles d'interprétation donc des conventions collectives, et voilà ce qui permet, à mon avis, de leur donner une cohérence. J'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires dessous. À bientôt.